tous. Donc nous sommes réunis aujourd'hui effectivement pour parler de l'Hadopi, plus en fait de son avenir que du futur, et pour plus de son avenir que du passé. Et donc pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Eric Walter, secrétaire général de la Haute Autorité. Pascal Regard, directeur général de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD. Et Lionel Morel, qui est bibliothécaire et membre de la Quadrature du Net. Alors peut-être pour vous présenter de façon un peu plus complète, pour que vous puissiez faire connaissance avec nos invités. D'abord que je remercie très chaleureusement de venir, parce qu'aucun de vous n'est de Nantes et vous faites tous l'effort. Je pense à Eric Walter en particulier qui vient de loin, spécialement pour être ici avec nous. Alors Eric Walter, vous étiez donc avant d'être secrétaire général de l'Hadopi, vous êtes haut fonctionnaire spécialisé dans les questions de numérique depuis 2002, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez eu différents postes, et notamment en 2006, vous avez rejoint Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, et vous avez ensuite dirigé sa campagne numérique avant de rejoindre Amayad au secrétariat d'État aux droits de l'homme, et en fait, finalement l'Hadopi en 2009, en 2010, de mars 2010, en tant que secrétaire général donc, de la Haute Autorité de diffusion et de protection des droits sur Internet. Pascal Regard, vous êtes juriste de formation et vous avez intégré le monde de la culture des années 1970, particulièrement dans le cinéma. Vous avez eu différentes fonctions dans différentes organisations de droits d'auteur, surtout de théâtre et de cinéma. Et vous avez rejoint donc, la SACD, Société des auteurs, compositeurs dramatiques, en 2003 en tant que directeur général. Je rappelle que la SACD est la plus ancienne société de droits d'auteur en France, puisqu'elle a été créée par Beaumarchais en 1777, si ma mémoire est bonne. Et Lionel Morel, alors là, je vous demande un peu d'attention parce que la biographie qui a été distribuée n'était pas du tout bonne, puisque donc, vous êtes également juriste de formation, bibliothécaire, ça c'est exact, mais plus à la BNF. Et vous êtes surtout connu pour être blogueur dans les questions de droits d'auteur et de numérique, et pour être membre du comité stratégique de la Quadrature du Net, qui est une association que je pense la plupart d'entre vous connaissent dans la salle, qui s'intéresse aux questions de liberté numérique et de défense des droits des internautes en France, et même, je pense, on peut dire à l'échelle européenne aujourd'hui. Alors la question qui nous réunit aujourd'hui, c'est effectivement l'Hadopi et plus généralement les questions de régulation de la diffusion des contenus sur Internet. Peut-être je peux faire, si ça ne vous dérange pas Eric, le bilan moi-même de la Haute Autorité pour qu'on passe un peu rapidement sur ce qu'elle est et ce qu'elle a été. Hadopi, elle est surtout connue pour la fameuse riposte graduée. Réponse graduée en langage officiel. Riposte graduée, donc, ou réponse graduée, vous savez, c'est le système d'avertissement qui est mis en place pour avertir les internautes qui sont soupçonnés d'utiliser leur connexion à Internet pour pirater des œuvres, donc en utilisant essentiellement les réseaux peer-to-peer. Et au jour les chiffres du mois c'est d'avril les derniers qui ont été, donc c'est 3 millions de mails qui ont été envoyés depuis fin de l'année 2010, 310 000 qui ont été accompagnés d'une lettre recommandée, 1100 dossiers qui ont été examinés par la Commission de protection des droits, qui est la commission au sein de l'Hadopi qui est chargée d'examiner les dossiers pour savoir si on les envoie ou non aux tribunaux pour une phase pénale. Et sur ces 1150 dossiers donc examinés, il y en a une petite centaine qui ont été transmis au parquet et une petite dizaine de condamnations, ou en tout cas de dossiers qui ont été examinés effectivement par un juge. Donc ça c'est le volet riposte graduée de l'Hadopi, donc qui fonctionne, on peut dire que l'Hadopi a été mise en place. La réponse graduée, je vais avoir du mal, je vais dire riposte. Et par contre, l'Hadopi a d'autres fonctions, notamment d'études des usages. Donc là, l'Hadopi, peut-être vous pourrez développer ce point, à réaliser différentes études. Et puis, vous avez aussi une activité de labellisation des offres légales,
qui a été, je ne vais pas dire abandonné, mais transformé en étude des sites qui sont d'aspect légaux ou qui donnent l'impression d'être légaux, puisqu'on l'Hadopi n'étant pas juge ne peut pas lui-même dire si c'est légal ou non. Et là, au dernier recensement que j'ai fait, il y a à peu près 405 sites qui sont référencés sur le site offrelegale.fr. Donc du coup, 405 sites, c'est beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de problèmes de piratage et que l'offre légale est suffisante? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, comme ça, à chaud, je dirais que ce que j'en pense, c'est qu'il y a un vrai déficit d'information sur l'existence de l'offre qu'on appelle légale, dans toutes ses dimensions. Qu'il s'agisse d'une offre avec l'accord des titulaires de droit sur des œuvres protégées, ou qu'il s'agisse d'une offre sur des œuvres qui sont sous licence Creative Commons, possibles à partager, etc. Pour être plus clair, si on va dans la rue et qu'on demande à quelqu'un spontanément, vous connaissez combien de sites d'offres culturelles en ligne, la personne va vous dire 3, 4, 5, etc. Mais effectivement, il y en a plus de 400. Il y en a plus de 400 qui jouent le jeu et qui essayent de se développer et de proposer des contenus extrêmement variés. Et il est clair que la mission d'information que le législateur a donnée à l'Hadopi sur ce sujet particulier, à notre avis, a un sens. Alors, le site offre légale, ça ne va pas devenir le Wikipédia de l'offre légale ou le Web of Trust de l'offre légale, que sais-je encore, qu'il n'est pas forcé d'avoir une quantité de visites phénoménale. Mais en revanche, c'est un point de ressource si on cherche quelque chose. Et un point de ressource informative, à mon avis, intéressant, parce que premièrement, on peut chercher en fonction du croisement d'un nombre important de critères qui vont de l'OS qu'on veut utiliser, à la nature de l'œuvre qu'on cherche, à la nature des droits qu'on cherche. Et rien que ça, c'est déjà pas mal. Et il y a aussi cette fonctionnalité qu'on vient de rajouter, qui n'est pas négligeable, parce qu'elle a eu un assez joli succès, qui permet à n'importe quel internaute de venir sur le site et de signaler une œuvre qu'il ne trouve pas. En 2 mois, on a eu à peu près 400 signalements, ce qui veut dire qu'il y a une vraie demande. Et avec ces signalements, l'Hadopi cherche à la place de l'internaute si l'œuvre est effectivement disponible légalement ou pas, soit explique pourquoi elle n'est pas disponible, soit prend la tâche de l'ayant droit si elle peut être disponible pour lui demander pourquoi elle ne l'est pas. Donc tout tourne autour d'un vrai déficit d'information. Donc avant d'avoir le réflexe, je vais faire du téléchargement illicite ou je vais faire du peer-to-peer plus simplement ou du streaming, etc. Il y a un petit point d'information maintenant qui existe et qui se développe plutôt pas mal. Alors Pascal Regard, moi, si je comprends bien votre position à travers différentes prises de position publiques que vous avez eues, c'était un peu, bon, l'Hadopi c'était un bon apéritif, mais maintenant vous aimeriez passer un peu au plat de résistance. Non, pas du tout. Je pense que le système, il faut quand même... C'est pas riposte, parce que c'est pas violent. Est-ce que vous trouvez déjà que l'Hadopi a un bilan oui, c'est du bisounours. Bon. Et le système avait été conçu pour avertir les internautes, donc leur dire, parce que c'était quand même relativement nouveau, que ce qu'ils faisaient n'était pas licite, et pour faire en sorte qu'ils aillent, c'est pour ça qu'il y a le deuxième volet, vers les offres légales. Le problème dans l'audiovisuel dont je m'occupe, je ne traite pas les sujets de la musique, c'est que c'est vrai, pendant très longtemps, ça s'améliore un peu, mais l'offre légale a été extrêmement faiblarde et en plus fortement handicapée par des règles de chronologie des médias qui reportent extrêmement loin les sites de vidéo à demande gratuits ou les sites de vidéo à la demande payante. Et donc l'objectif qui était d'aller vers l'offre légale n'a pas été rempli. Deuxièmement, vous avez quand même un sujet qui a été traité par le rapport Imbert-Carretta, mais pas forcément traité jusqu'au bout, c'est l'information. Si vous tapez un titre de film sur le moteur de recherche le plus connu, si vous mettez VAD ou VOD, vous tomberez sur les sites légaux. Si vous ne mettez que le titre du film, vous irez sur des sites illicites. Donc vous avez quand même des gens qui vont gagner de l'argent en orientant les internautes vers de la piraterie. Donc ce que vous demandez à Eric Walter ou à l'Hadopi, c'est de sommer les moteurs de recherche. C'est pas à l'Hadopi, c'est un problème de gouvernement et de politique. 3, il faut quand même rappeler pourquoi il y a un problème, c'est que la rémunération des auteurs, c'est une proportion des recettes d'exploitation des œuvres. Si bien évidemment les œuvres sont exploitées sans aucune recette, évidemment, les auteurs et ceux qui les financent ne sont pas rémunérés. Et donc, c'est une atteinte au financement de la création et à la création future. Voilà. Est-ce que vous mettez les internautes, quelque part des droits des internautes ou les pratiques des internautes dans votre réflexion? Est-ce que vous parlez aujourd'hui du droit d'auteur comme vous en parliez peut-être il y a 20 ans?
Ou est-ce que vous avez la conscience il y a 20 ans, il n'y avait besoin... pas Internet, donc le Non, mais problème justement, se posait est-ce pas. qu'Internet a changé quelque chose dans votre réflexion, ou il faut réguler? Je peux peut-être passer la parole là sur ce point à Lionel Morel. Est-ce que les droits d'auteur sur Internet peuvent être appliqués comme ils l'étaient avant, ou est-ce qu'il faut prendre en compte de nouveaux droits, peut-être parce qu'il y a des pratiques qui ne peuvent pas être... Donc je ne réponds pas à cette question. Je vous laisserai rebondir si vous voulez par rapport à ce que dit... C'est bien de me poser des questions et que je ne puisse pas y répondre, mais c'est pas grave. Allez-y, hein, si vous voulez. Moi, Non, je veux quand même répondre, c'est que le droit d'auteur, évidemment, a complètement changé. À l'époque de la loi Lang sur le droit d'auteur, on a créé, par exemple, la rémunération copie privée pour tenir compte des pratiques des particuliers qui pouvaient copier eux-mêmes, au début grâce au magnétoscope, et maintenant grâce aux smartphones, grâce aux tablettes, grâce à d'autres systèmes qui permettent d'enregistrer les œuvres. Et on a trouvé une solution qui passait d'ailleurs par un régime de ce qu'on appelle de licence légale. En ce qui concerne les problèmes sur Internet de piraterie, il y a deux types de problèmes bien différents. Il y a la piraterie mafieuse, qui est extrêmement classique, c'est les gens de Mega Upload, que j'avais d'ailleurs eu la surprise de retrouver un jour à une tribune au Sénat en face de moi. Bon, c'était très bizarre. 10 jours après, ils étaient au trou, bon, parce que les Américains avaient décidé de débarquer. Donc vous avez des sites mafieux qui font exactement la même chose que les mafieux qui pirataient de façon classique les vidéos. Sauf que c'est plus puissant parce que ça passe sur Internet et c'est plus facile de toucher les gens. Et ça, il y a un grand consensus politique pour trouver des systèmes pour lutter contre eux, parce qu'on est dans la criminalité classique en quelque sorte. Et puis, il y a les systèmes qui passent par le peer-to-peer, où les internautes peuvent s'échanger des œuvres. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus complexe de trouver des solutions, parce que le système de contrefaçon est absolument massif et concerne des particuliers. Et c'est cette question-là que doit traiter en particulier l'ADOPI, et c'est pour ça qu'avait été mis en place le système de réponse graduée, avec cette idée quand même fondamentale que, au fond, je crois que si on met en place des systèmes d'offres légales performants, compétitifs, efficaces, petit à petit, il y aura toujours une frange qui sera dans l'illicite, mais il y a toujours des gens qui volent dans les grands magasins, on arrivera à remettre de l'ordre dans le système. Il n'y a pas besoin d'inventer des régimes nouveaux nés dans les esprits fumeux des professeurs Nimbus. Oui. Alors, donc est-ce qu'il faut que le droit d'auteur change pour s'adapter aux pratiques des internautes? Donc nous, à la Quadrature du Net, on a toujours considéré que ce que mes prédécesseurs appellent piratage, une partie des pratiques correspondait à du partage et correspondait à un droit culturel fondamental des individus, à partir du moment où les internautes s'échangent des œuvres entre eux dans une sphère non marchande, sans but de profit. Et on pense que si le droit d'auteur veut se rééquilibrer, il faut que la loi consacre ces pratiques et les légalise. Donc j'ai vu là les subtilités sur riposte et réponse. Bon, pour moi, c'est complètement superfétatoire. Le cœur du fonctionnement de la Hadopi, c'est un délit, hein, donc c'est bien un système de répression, un système de prohibition de ces pratiques. Quand j'entends Pascal Regard dire que c'est un système inoffensif ou doux même, non, c'est bien un délit qui est au cœur du fonctionnement de ce qu'on appelle la réponse graduée. Et donc on est bien dans un système répressif. Alors après, moi je suis vraiment frappé par l'énorme, je dirais, aveuglement sur les effets qu'a eu ce système de répression. Pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la Hadopi qui est habilitée par le jeu des lois et des décrets qui la régissent à surveiller uniquement les échanges justement en peer-to-peer, décentralisés entre individus, ou les torrents. Et mécaniquement, si vous voulez, il y a eu un effet. C'est-à-dire que par l'effet d'intimidation, les internautes, petit à petit, se sont détournés de ces pratiques de peer-to-peer, qu'on est beaucoup à considérer comme quelque chose de positif, si vous voulez, pour le fonctionnement d'Internet. C'était des systèmes décentralisés, qui étaient justement, au contraire, difficiles à monétiser. Et au lieu que les œuvres s'échangent par ce biais-là, petit à petit, on a eu un glissement vers des formes centralisées
qui là Vers les sont fameuses bien mafias dont la parlait, mafia, voilà la mafia, qui sont les méga uploads, hein, mais bon, le méga upload est tombé, mais il y en a plein qui sont réapparus, hein, DP Stream aujourd'hui, vous en avez plein. Et ces systèmes-là, effectivement, sont des systèmes en fait de contrefaçon commerciale que nous à la Quadrature du Net nous n'avons jamais défendu. Hein, nous, c'est pas du tout notre optique de défendre ces systèmes-là, mais mécaniquement, si vous voulez, quand vous en prenez au partage décentralisé, vous faites naître de la contrefaçon commerciale centralisée, qui devient, contrairement à ce que dit aussi Pascal Rogard, très difficile à abattre, assez difficile à abattre. Pourquoi ? Parce que vous êtes obligé de mettre en œuvre des moyens légaux qui sont là, pour le coup, particulièrement brutaux. Et on a vu ça, par exemple, dans la loi SOPA aux États-Unis, on l'a vu dans l'accord ACTA, et il n'y a pas du tout un consensus politique sur les moyens de lutte contre ces systèmes. On a bien vu, par exemple, que l'accord ACTA a été rejeté après un débat qui a été terrible, parce qu'il y avait des vraies atteintes potentielles aux droits et libertés dans le système. Donc, si vous voulez, moi, le bilan de la Hadopi, je dirais, il est grave, parce que on a détourné certains types de pratiques qu'on aurait pu concilier avec une coexistence avec le droit d'auteur et une rémunération des créateurs, vers des systèmes qui, effectivement, peuvent être mafieux et sont de la contrefaçon commerciale, qui sont très difficiles à atteindre et à réguler, et qui créent un vrai problème et une escalade de spirale répressive dans la loi. Et je dirais que le vrai élément fondamental dans le débat négatif, dans le bilan négatif de la Hadopi, c'est qu'elle a fait perdre des milliards et des milliards aux créateurs. Pourquoi ? Parce que depuis 2005, on sait qu'il y a une solution qui était peut-être possible à mettre en place, qu'on a d'abord appelée licence globale, et ensuite qu'on a appelée contribution créative en la modifiant, qui, d'après le rapport Lescure lui-même, avec un surcoût à l'abonnement Internet pour les abonnés, de l'ordre de 4 à 5 euros par mois, pourrait générer 1,2 milliard d'euros par an. Et donc si vous faites le calcul, depuis 2005, on a proposé ces solutions, les créateurs ont perdu en France l'équivalent d'une dizaine de milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre mécanisme de financement de la création et pas non plus les fameuses offres légales qui permettraient d'atteindre ces niveaux. Donc quand on me dit que le piratage c'est du vol, moi j'ai envie de dire les voleurs sont pas là où on croit. Quoi. Attendez, là, excusez-moi, mais vous racontez là n'importe quoi. Parce que la propriété intellectuelle est protégée par ce qu'on appelle les traités internationaux. Bon. C'est la directive européenne, c'est les accords TRIPS, c'est la Convention de Berne. Et les systèmes dont vous parlez de contribution, d'abord, si vous êtes autorisé à diffuser les œuvres sur Internet, vous ne vous arrêtez pas à la frontière française, donc vous allez dans le monde entier, parce qu'Internet ne s'arrête pas, vous le savez quand même. Et deux, ça ne concerne pas seulement les œuvres françaises, ça concerne également les œuvres des autres pays, en particulier d'un grand pays dont le président est actuellement en France et qui est le champion de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Et si vous pensez que la France se transformant demain avec ces systèmes-là en centre de diffusion mondiale des œuvres piratées, parce que c'est ça, les Américains ne vont pas réagir et vous mettre immédiatement des mesures de rétorsion, je pense que vous êtes un peu naïf. D'ailleurs, vous ne passerez même pas la barre du Conseil constitutionnel, c'est ce qui était dans une des décisions d'ailleurs du Conseil, sous-entendu au moment de la loi d'AFSI. Moi, je vais vous dire une chose. L'intérêt de votre proposition, en réalité, c'est simplement un intérêt politique. Et c'est pour ça qu'elle est interprise par certains hommes politiques. C'est qu'elle permet pour les politiques de concilier tranquillité pour internautes, et puis dans sa tête, on est bien tranquille, parce qu'on dit aussi les artistes, les auteurs, les créateurs sont rémunérés. Moi, ce genre de solution, en tant que société de gestion collective, si je défendais uniquement la SACD et non pas le financement de la création, je prends tout de suite. Là, je pars à la retraite, on encaisse des sommes venant des opérateurs de télécommunications, on a transformé le droit d'auteur en impôt, parce que des gens qui n'ont jamais téléchargé devront bien évidemment payer, et il y a des gens qui n'en téléchargent jamais, il y a des gens qui n'aiment pas le cinéma, il y a des gens qui n'aiment pas la musique, ils devront payer un supplément sur leur abonnement à Internet, à quel titre, je ne sais pas. Et on aurait donc des sommes extrêmement importantes pour nous, mais vous porteriez évidemment atteinte au financement de la création, parce que je ne vois pas pourquoi des sociétés comme Canal+, comme TF1, comme France Télévisions, qui mettent beaucoup d'argent pour avoir l'exclusivité de diffusion des œuvres, continueraient à le faire si ces œuvres sont immédiatement disponibles de façon illicite, à peu près au moment de leur sortie en vidéo, parce que le gros de la piraterie
se fait quand les œuvres sont diffusées en vidéo. Voilà. Donc tout ça c'est gentil. Alors il y a des polytechniciens extrêmement intelligents, des informaticiens qui n'ont jamais créé d'œuvre de l'esprit, qui inventent des solutions sur le papier, mais je suis désolé, ça ne marche pas. Ça ne marche d'ailleurs dans aucun pays du monde. Alors, avec Walter, vous avez travaillé à une solution peut-être intermédiaire, je ne sais pas, vous allez pouvoir nous dire, qui s'appelle la rémunération proportionnelle du partage. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elle consiste et éventuellement est-ce qu'elle pourrait mettre en accord Lionel Morel et Pascal Regard? Ça me paraît difficile. Impossible. Non, déjà, je voudrais revenir rapidement sur 2 points invoqués par Lionel Morel. Il y a une question sémantique assez lourde derrière l'action de l'ADOPI en matière de protection des droits. Pour moi, alors évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, un système de rappel à la loi, parce que c'est ça. Et c'est rien d'autre que ça, c'est pas de la répression. Alors après, on peut en débattre pendant des siècles, etc. Mais il ne faut pas donner à l'ADOPI, dans son volet protection des droits, plus de poids qu'elle n'en a. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'effet pervers dénoncé par Lionel Morel? C'est mon deuxième point. Le système est un rappel à la loi, c'est tout. Et un rappel à la loi, en matière de répression, bon, excusez-moi, c'est pas forcément, de mon point de vue, quelque chose de très très lourd, d'autant plus qu'il est accompagné par toute une politique d'information sur la loi, sur l'existence du droit, parce que j'entends parler de droit au partage, mais le droit au partage, ça n'existe pas encore, ça existera peut-être demain, mais aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Donc sur l'existence du droit, c'est ça, l'action de l'ADOPI. Rappel, information. Non, mais je voudrais ajouter à quelque chose, Eric, c'est que sur l'aspect répression, drôle de répression, vous recevez un avertissement, c'est une répression. J'aimerais bien avoir la même répression quand je suis à 160 à l'heure pour arriver à Nantes. Non, mais j'ai pas fait ça, mais bon. Juste, il y a beaucoup moins... Non, mais juste pour rappeler, ça va dans son sens, juste pour dire qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont renvoyés en correctionnel maintenant qu'il y a le système ADOPI, qu'avant, lorsque les ayants droit y allaient directement en fonction de ce que la loi avait décidé. A cité un point intéressant sur ce transfert du piratage des réseaux peer-to-peer vers les réseaux que vous qualifiez mafieux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté? D'une part, je constate, et j'en suis plutôt content, que implicitement, Lionel Morel reconnaît que l'action de l'ADOPI a été efficace pour ce qu'elle devait faire. Et ce qui est une bonne chose. Après, est-ce que ça a provoqué aussi, de façon aussi manichéenne, un déplacement? J'y crois pas du tout. Si on regarde d'une part l'évolution internationale et d'autre part la nature des usages, on voit que sur des pays où ADOPI n'existait pas du tout, il y a eu des effets de transfert, et on peut quand même naturellement se poser la question de savoir aussi si ces effets de transfert ne tiennent pas à la simplification de l'usage qui est née par l'intermédiaire de ces sites centralisés. Quand même beaucoup plus facile d'aller télécharger sur Mega Upload que d'aller charger un client peer-to-peer et d'aller rechercher dans tous les sens une œuvre, au lieu de dire c'est la répression qui a poussé les gens à utiliser quelque chose. J'en reviens à Google. Lorsque Google est né et qu'on n'avait que Yahoo comme portail, pourquoi est-ce que Google a commencé à avoir un véritable succès? Parce que sa page ne pesait rien, et parce qu'on était à l'époque, on n'était pas encore en ADSL, beaucoup de personnes étaient en RTCL, se téléchargeaient plus vite. Je crois beaucoup plus au poids de l'usage. Les sites centralisés dont on parle sont des sites simples d'accès, simples d'utilisation, mafieux effectivement, mais simples, qu'à un effet transfert lié exclusivement à l'action de l'ADOPI. La rémunération proportionnelle du partage, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consisterait, puis peut-être Lionel dire si ça vous satisfait? La rémunération proportionnelle du partage s'inscrit dans la mission d'observation des usages, justement. Qu'est-ce que c'est? Ça part du principe qu'il y a un transfert de valeur massif. Si je voulais être plus clair, un certain nombre de sites aspirent les droits des ayants droit et font leur business sur cette aspiration. Ça, tout le monde le sait. C'est toute la chaîne d'intermédiaires, et il y en a une quantité. Il ne faut pas s'arrêter simplement sur l'intermédiaire de type Google ou l'intermédiaire de type YouTube, etc. On peut penser au stream raping, on peut penser au forum de liens, etc., etc. Donc, il y a une chaîne extrêmement complexe d'intermédiaires qui tous, tranquillement, aspirent, j'ai pas de meilleur mot, la valeur des œuvres et se crée de la richesse sur cette valeur. Donc l'idée de la rémunération proportionnelle du partage, dont la finalité est de dire si c'est possible ou non. Le rôle de l'ADOPI, c'est pas de défendre
une hypothèse, c'est simplement de creuser le plus loin possible toutes les possibilités qui seraient existantes pour que le droit d'auteur existe sur Internet avec ses utilisateurs de la façon la moins conflictuelle possible. Donc l'idée, c'est simplement ça. Est-ce qu'on peut corriger ce transfert de valeur, en contrepartie de quoi, naturellement, l'utilise dans notre esprit, l'utilisateur, qui lui aussi donne quelque chose, on pense directement à ses données personnelles, en contrepartie de quoi, l'utilisateur aurait une sécurité juridique sur le fait qu'il puisse, effectivement, partager. Alors je sais que ça ne fait pas la joie de tout le monde, in fine, notre objectif, ça n'est pas de dire il faut le faire. Notre objectif, et j'en reviens aux discussions qu'il y a eu sur la licence globale et la contribution créative à l'instant, et c'est très intéressant parce que ce sont deux choses quand même qui sont radicalement différentes. La licence globale, vous me pardonnerez d'être un peu technique, c'était conçu sur le principe d'une compensation du droit des auteurs pour les usages qui étaient faits. La contribution créative, c'est pas du tout ça. La contribution créative, c'est une redevance Internet qui collecte une certaine somme reversée à l'État pour que l'État, lui, ensuite, anime une politique culturelle. Vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu le droit d'auteur, on est quand même sur deux choses radicalement différentes. La première, c'est l'auteur a une compensation pour une perte. La deuxième, c'est on alimente le budget de l'État pour je ne sais pas quoi. Donc, oui, alors ça, c'est nous, une caricature dans notre esprit, on est bien sur le fait de dire est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible. Parce que licence globale comme contribution créative, excepté les seuls travaux de Philippe Aigrin, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de matière juridique, il n'y a pas de matière économique, ça n'est pas analysé. Votre proposition à vous. Notre proposition, c'est ce que je viens de dire, corriger le transfert de valeur en faisant en sorte... Vous l'avez faite, votre proposition? Vous l'avez travaillée juridiquement? Ah ben ça fait 6 mois qu'on ça m'intéresse. Vous avez discuté avec Hollywood, les autres producteurs, vous avez vérifié sa conformité aux traités internationaux? Tout va bien? On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Bon, on n'est pas pressé. Encore vérifié, si je dis que ces choses-là doivent être creusées, travaillées et argumentées, c'est parce que effectivement, dans le calendrier dans lequel on a, donc d'ici la fin du mois de juin, on mettra sur la table des premiers résultats de travaux qui sont par nature juridique comme économique des résultats contradictoires. Donc il y a évidemment pas mal de personnes qui vont se positionner, dire que c'est stupide, dire que c'est impossible, dire que ceci, dire que cela, peu importe. La question c'était avant tout de déclencher un véritable travail de fond pour arrêter de s'envoyer à la figure des anathèmes ou des hypothèses politiquement ou idéologiquement sympathiques, mais qui n'ont simplement aucune réalité, ni pour les auteurs, ni pour le réseau. Donc on doit attendre la fin juin. Attendez. Absolument. D'accord. Mais vous devriez lire nos communiqués de presse. Non, mais je sais, mais il y a des analyses qui vont me plaire beaucoup. Lionel, vous, à la Quadrature du Net, vous militez pour la légalisation des échanges non marchands. Est-ce que ça veut dire que les créateurs ne sont pas rémunérés? Est-ce que vous pensez que ça peut être viable? Comment vous mettez... J'ai demandé à Pascal Regard tout à l'heure comment il mettait les internautes dans son équation quand il réfléchissait à ces problématiques. Comment vous mettez les créateurs dans votre équation? Alors les solutions qu'on propose ne sont pas du tout des solutions gratuites. Hein. C'est souvent un argument qu'on nous oppose en disant qu'on est pour la gratuité des échanges sur Internet. C'est pas du tout vrai. Hein. Dès le départ, on a toujours associé le principe d'une légalisation du partage avec des moyens de ce qu'on appelle de financement mutualisé de type contribution créative qui passent par un surcoût à l'abonnement Internet qui permettent ensuite donc de mutualiser ces sommes et de les utiliser effectivement pas pour compenser les auteurs et les ayants droit de la création, parce qu'il n'y a pas de compensation à donner, vu qu'aucune étude économique objective n'a établi un lien de causalité direct entre des pertes pour les industries culturelles et la pratique du partage. Il y a même des études, il y a même plusieurs études. Hein, non mais arrêtez, la musique a perdu la moitié de son chiffre d'affaires. Bien sûr, bien sûr. Mais les études économiques indépendantes sérieuses n'ont jamais établi de lien direct entre le partage des œuvres sur Internet et les pertes au niveau, il y a une étude par exemple de la London School of Economics qui est parue l'année dernière et qui a même sous-entendu qu'il y avait eu des gains qui avaient pu être faits par le biais du partage. Vous êtes dans l'audiovisuel, les producteurs de Games of Thrones admettent qu'ils n'auraient pas eu le succès qu'ils auraient si leur œuvre n'avait pas été partagée, parce que ça a aidé à leur diffusion. Et c'est exactement le contre-exemple par rapport à ce que vous disiez. Les chaînes continuent à acheter, parce que quand une œuvre a une valeur, et la valeur se fait aussi parce qu'on la partage. Le partage donne de la valeur aux œuvres. Donc bon, il n'y a pas de compensation à faire. Par contre, il est évident que la création doit être financée. La création, c'est quelque chose, évidemment, il y a des auteurs, il y a des filières, il faut qu'elle soit financée. Et là, le moyen qui objectivement est le plus efficace, je veux dire, la contribution créative, je vous l'ai dit, c'est 1,2 milliard d'euros. C'est un impôt alors?
Oui, c'est une ça va à forme- l'État. c'est une forme C'est un de- impôt. Oui, c'est pour ça que j'appelle ça la C'est un redevance impôt. Internet. Il n'y a plus de C'est- droit d'auteur, c'est un impôt. Il y a un droit d'auteur qui Mais reste. ça le va, droit ça va d'auteur- peut-être passer parce que créer des impôts, c'est Ouais. dans, Le c'est dans droit sens du vent. d'auteur, là, le c'est droit bon. d'auteur reste pour les usages commerciaux. C'est-à-dire que si une musique passe à la télé, passe à la radio, si un concert est payant, le droit d'auteur s'applique parce que on est dans la sphère commerciale. Mais vous Et dites que dans c'est un la impôt. sphère non Quelle commerciale- différence avec, par exemple, si j'achète une clé Non, mais USB, il y a une grosse taxe. différence. Vous pouvez avoir un Énorme. système, vous pouvez avoir un système qui était celui de la licence globale, qui n'était pas un impôt, où vous ajoutez une rémunération de droit d'auteur aux abonnements Internet, et cette rémunération est partagée entre les sociétés d'ayant droit, producteurs, artistes, auteurs, comme la rémunération copie privée, et revient au créateur. Vous pouvez d'ailleurs distraire, comme la copie privée, une partie de cette somme, pour la copie privée c'est 25%, pour des actions d'intérêt général de financement de la culture. Là, vous êtes dans le droit d'auteur. Ça, vous êtes pour? Non, je ne suis pas pour sur Internet parce que je vous dis, techniquement, pour le moment, ce n'est pas possible parce que vous ne touchez pas que les œuvres françaises et vous ne pouvez pas, en matière de droit d'auteur, faire ce que vous voulez parce que vous avez des traités internationaux. C'est complètement faux, il y a des marges de manœuvre qui existent au niveau de l'Union européenne. Ma rémunération Non, c'est copie une privée, rémunération, c'est pas elle une va taxe. également être utilisée pour des œuvres étrangères, je Mais comprends. parce que la rémunération copie privée est conforme aux règles des traités internationaux. C'est tout à fait C'est pas éthique différent. juridique. C'est pas un- juridique. C'est vous un avez problème- pas un il y a un problème problème juridique. théorique. Après, économiquement, le problème qui existe pour le financement du cinéma, la musique, ça pourrait être différent d'ailleurs. Pour le financement du cinéma, c'est que les films sont financés par des investissements extrêmement importants des chaînes de télévision et que la contrepartie pour les chaînes de télévision, c'est les exclusivités. Si les œuvres sont disponibles de façon payante, hein, je le reconnais. Je ne dis pas que c'est gratuit, votre système. Il est bien évident que, je ne sais pas, Bertrand Meilleux à Canal, il ne va pas mettre 3 ou 4 millions d'euros dans un film qui sera très largement disponible sur Internet avant le passage à Canal+. Donc le cinéma pose un problème de financement. Sur la télévision, ça pourrait être légèrement différent, mais on n'a pas encore trouvé la solution pour justement remplacer les financements du marché qui existe déjà. Votre système, vous, c'est très simple, ça consiste à créer un impôt, mais vous savez, quand on voit ce qui se passe en ce moment avec le Centre national du cinéma qui bénéficie de taxes affectées et auquel on pique entre 100 et 150 millions d'euros chaque année, je pense que vous avez inventé un très bon système pour aider M. Sapin à réduire le déficit budgétaire. La phrase est jolie, j'ajouterais que je suis assez en désaccord avec ce que dit Lionel Morel lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de compensation à payer. Le débat sur le sexe des anges, c'est est-ce que, du fait des pratiques illicites, il y a eu ou non baisse des chiffres d'affaires, etc., etc. Ça fait 10 ans. Pascal et d'autres diront oui, c'est évident. Lionel et d'autres diront non, c'est évident. Alors bon, bref, c'est pour ça que j'appelle ça le sexe des anges, et j'ai pas tellement envie de me positionner là-dessus. En revanche, qui est perte ou non, c'est pas une raison pour exploiter la propriété de quelqu'un d'autre contre son gré et contre son bénéfice. Donc peu importe que l'auteur perde ou non de l'argent avec la pratique sur Internet, le fait est que l'œuvre, c'est sa propriété, c'est constitutionnellement inscrit comme ça, donc on peut évidemment revoir la Constitution, mais ça prend un certain temps, et que cette propriété, il a naturellement droit à ce qu'elle lui rapporte quelque chose. Tout simplement. Donc, il ne faut pas se tromper de question. Gagner ou perdre, j'ai envie de dire, peu importe. Mais Eric, le droit de propriété, lui, pardon de Pascal de rebondir là-dessus, nous importe beaucoup et m'importe beaucoup. Or, qu'est-ce qu'on a derrière? Et c'est intéressant parce qu'on touche un peu le fond du sujet. Qu'est-ce qu'on a derrière la proposition de contribution créative? On a bien l'idée d'un droit à l'auteur extrêmement limité dans le temps, qui est une idée qui remonte à peu près au Front populaire d'ailleurs, et qu'on retrouve dans des propositions de loi comme celle de Jean Zé, etc. Donc l'auteur est rémunéré pour son travail, et ensuite ce travail est versé à la collectivité. Sauf que ça, c'est pas le cadre constitutionnel, c'est pas le cadre international aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, l'auteur, il a une propriété, il peut en jouir. Donc il n'y a aucune raison de lui enlever
cette possibilité-là. Et je pense d'ailleurs personnellement que si on lui enlevait, ce serait là, en l'espèce, dévastateur pour tout ce qu'on appelle, en termes un peu techniques, l'écosystème créatif. Je rebondis là-dessus quand même. Ça, toujours comme ça que le droit d'auteur s'est rééquilibré. C'est-à-dire que le système, ni plus ni moins, que vous décriviez de copie privée pour les magnétoscopes, était déjà une façon pour la loi de mettre en place une licence légale, c'est-à-dire de dire que l'auteur, oui, on limite sa propriété, parce que sa propriété, il y a des usages qui vont être en conformité avec ce que la loi va dire, et qu'on va pouvoir enregistrer des films avec son magnétoscope, mais qu'on va garder un droit à la rémunération. Donc le fait que le droit d'auteur s'est toujours rééquilibré comme ça, et pour Internet, résister à ce type de solution, c'est nécessairement mettre le doigt dans une spirale répressive. Et bon, alors je suis d'accord avec vous sur le fait de dire que la Hadopi, son principal désavantage, c'est pas la sanction en elle-même. Hein. Alors, ce qui n'est pas seulement un rappel à la loi. Hein. On oublie qu'il y a quand même passage devant le juge, des sanctions pécuniaires qui peuvent aller jusqu'à 1 500 €, et la possibilité aussi de vous traduire devant les tribunaux au pénal, hein, quand même, qui reste présente. Donc c'est pas du tout anodin. Ça existait avant Hadopi. Ça n'a rien à voir avec excusez-moi. Le principe du rappel à la loi, c'est effectivement d'aller dans le juge quand on n'entend pas le rappel. Oui, avec une amende, etc. Demain, je suis un ayant droit, je suis piraté. J'ai toujours le droit, si j'ai l'adresse IP, d'aller voir le juge. Le juge va ordonner au fournisseur d'accès Internet de me donner le nom de la personne qui est là devant l'adresse IP. Et je vais devant le juge, je vais en correctionnel. Il y a pas mal de firmes qui font du racket aussi avec ça, qui font du chantage pour traîner. Ça existe. On n'est pas en Iran et on n'est pas en Chine. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que quand même vous reconnaissez, c'est un vous un peu collectif, industrie culturelle, j'espère que vous assumerez... Je ne suis pas une industrie culturelle, je ne représente que des créateurs. L'industrie culturelle, allez voir Pascal Nègre, allez voir Nicolas Sédou, ça c'est l'industrie culturelle. Un reproche qui vous est fait depuis longtemps, c'est peut-être de trop vous focaliser sur sanctionner la demande plutôt que d'essayer d'encourager l'offre. Et je sais que vous avez un discours un peu... Non, mais moi j'ai un discours totalement différent, je reconnais bien volontiers que le concept qu'on avait mis en place, qui était un concept d'avertissement et pas du tout de répression. On a parlé de répression pour des raisons politiques. C'est qu'à l'époque, il y a eu un certain nombre de parlementaires... Je vais préciser ma question. Qui ont monté une opération visant à faire de l'Hadopi un élément de la politique sécuritaire de Nicolas Sarkozy. Tout le monde parle en ce moment de Netflix qui pourrait arriver, qui va arriver d'ici la fin de l'année, et à peu près tout le monde s'attend à ce que ce soit un immense succès. On verra. En tout cas, la tendance, elle est pour le consommateur. Et aux États-Unis, en tout cas, c'est un immense succès de fait. Et le piratage est moins problématique aux États-Unis qu'en France. Est-ce que la solution, elle n'est pas finalement dans l'offre plutôt que dans la demande? Est-ce que la loi Hadopi, telle qu'elle a été votée, est-elle suffisante au niveau de l'encouragement à l'offre? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut y ajouter pour qu'elle soit le succès de Netflix aux États-Unis est lié aussi au succès de la location vidéo. N'oubliez pas une chose. Netflix, c'est un loueur de vidéos. Ils ont commencé par envoyer des DVD par la poste que les gens envoyaient et ensuite ils ont utilisé le système Internet pour donner l'accès aux œuvres. Or, en France, la location vidéo n'a jamais marché comme dans d'autres pays, comme en Grande-Bretagne ou comme en Allemagne. Bon. Ceci étant, je reconnais bien volontiers pour l'audiovisuel, parce que sur la musique, c'est un peu différent. L'offre a quand même été assez rapidement meilleure. Que l'offre est largement insuffisante, tout simplement parce que vous avez des systèmes de chronologie des médias, des accords professionnels qui repoussent très très loin les diffusions sur Internet. C'est d'ailleurs pour ça que le CNC est en train d'essayer de faire des efforts démesurés pour convaincre les professionnels du cinéma d'être un peu moins corporatistes et d'améliorer ce système. Et vous avez également des difficultés à dégeler les catalogues, et c'est pour ça qu'à la SACD, je plaide pour que les œuvres, sous réserve des contrats d'exclusivité qui ont permis le financement de l'œuvre, bénéficient d'un principe qui existe pour le livre d'exploitation permanente et suivie. Les auteurs ont le droit, et c'est leur intérêt, parce qu'ils ont une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation, et ce qu'ils veulent surtout, c'est que leurs œuvres soient vues, c'est qu'elles ne restent pas sur les étagères. Donc moi, je pense qu'il y a toute une politique de l'offre à mettre en place. Malheureusement, cette politique, elle ne se décrète pas, elle ne se légifère pas,
Elle est entre les mains de ceux qui sont détenteurs des catalogues de droits. Est-ce qu'Eric Walter, par exemple, à l'Adopi, vous demandez à avoir des pouvoirs supplémentaires pour un peu obliger les producteurs à mettre leur... Et il a fait quelque chose, c'est qu'il est en train de recenser les œuvres indisponibles. Non, mais je lui dis, c'est bien ce qu'il fait là sur les œuvres indisponibles. Les moyens de l'Adopi en matière d'encouragement à l'offre légale sont assez limités, ce sont des moyens informatifs. Et Pascal le dit justement, après c'est la question des producteurs concernés, des sociétés concernées, et je vois assez mal la loi permettre de s'immiscer, permettre à une institution de s'immiscer dans ses accords. Ça irait plutôt assez loin. Sauf ce que propose la SACD me souffle-t-on dans l'oreillette. Il est vrai, on sait tous aussi que l'offre vidéo, audiovisuelle, cinéma, etc. est défaillante en ce moment. Pascal l'a évoqué, c'est la question extrêmement compliquée des coûts de production en amont de ces deux secteurs. Maintenant, si on veut se projeter un petit peu dans l'avenir, et c'est en ça que les travaux qu'on a engagés sur la rémunération proportionnelle du partage nous paraissent des travaux intéressants, quels que soient les résultats qu'ils donneront. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'on constate. Le partage, d'abord, ça n'est pas le partage uniquement sur la partie très minoritaire qui est le peer-to-peer, purement non marchand, ça fait un certain nombre de personnes, mais qui reste très limité. On est sur du 2% à peu près des utilisateurs. Le partage, il est partout. Le partage des œuvres, il est partout. Et surtout, il alimente, une fois de plus, un enrichissement massif. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment une réalité, d'intermédiaires qui utilisent tranquillement ces deux propriétés que sont les œuvres des auteurs d'un côté, toutes nos données personnelles, notre profilage, etc. de l'autre. C'est à peu près 80% des usages. 80% des usages tout confondus, c'est autre chose que 1%, 2% ou 3% qui est sur le pur peer-to-peer non marchand qui existe, on est tout à fait d'accord, mais qui reste une pratique spécialisée en quelque sorte. Face à ça, on fait quoi? Face à ça, effectivement, on cherche des solutions. Alors, est-ce que nos travaux pourront servir plus tard, une fois qu'ils auront été rebattus, discutés, etc., à jeter d'éventuelles bases d'une sorte de loi Lang 2. C'est l'escure 2, vos propositions. Non, je remonte plutôt à Jack Lang, je préfère. Ah, vous remontez à Jack Lang. Vous préférez Jack Lang. C'est un changement d'orientation chez vous, Eric. Non, mais je préfère la loi de 85 et effectivement la mise en place de la copie privée pour répondre de façon efficace et équilibrée pour les auteurs et les utilisateurs à des situations nouvelles. Oui, mais il y a quand même une grande différence sur la copie privée, c'est que ça... Attendez, il y a une grande différence entre les échanges et la copie privée. La copie privée, ça reste chez les gens. Les échanges, ça sort. On est bien d'accord. C'était le point que je voulais soulever c'était le point que je voulais soulever parce que l'extrême difficulté qu'il y a sur ces sujets, et n'importe qui travaille un peu en informatique le comprend assez rapidement, l'extrême difficulté, c'est de voir quels sont les effets d'un système comme ça. Est-ce que l'effet, en termes techniques, on va parler d'externalité, mais en gros, est-ce que un outil comme celui-ci, licence globale, contribution créative, rémunération proportionnelle du partage, peu importe sa forme, mais va tuer le marché, auquel cas, évidemment, il y a un problème, ou au contraire, est-ce qu'il va être neutre? Ça se modélise, ça se calcule, donc ce ne sont pas des vérités absolues, mais au moins, on peut travailler sur des hypothèses. Mais vous avez raison. Une fois sur deux, attendez, c'est bon, j'aimerais bien essayer de répondre. Oui, alors... sur l'histoire des 2% de pratiques, j'aimerais quand même reboucler avec quelque chose d'important. Vous savez, là aujourd'hui, on est sur les 1 an des révélations de Snowden sur la NSA, etc. Et pourquoi est-ce que ça a un rapport? Parce qu'on se rend compte que le sujet principal qui monte sur Internet, c'est la question de la centralisation et de la décentralisation. Et ce que nous a montré Snowden, c'est à quel point la centralisation sur Internet est quelque chose d'extrêmement dangereux pour nos libertés et pour le fonctionnement global du système. Le système que propose Eric Walter consiste en fait à, si vous voulez, taxer les intermédiaires qui, justement, se rémunèrent sur les formes de partage centralisées. Si vous légalisez le partage uniquement dans cette sphère-là, vous allez contribuer à renforcer la centralisation. Sur toutes les formes de partage? Oui, oui. Non, sur toutes les formes de partage, centralisées. Nous, ce qu'on dit, c'est que le meilleur moyen de lutter contre cette centralisation, qui est le vrai problème actuellement, c'est de légaliser le partage dans la sphère décentralisée pour reprovoquer un basculement et retourner à des pratiques qui sont saines du point de vue de l'architecture. Et une dernière chose aussi, au niveau de l'offre légale, ce qui est aussi quelque chose d'assez fantastique, on nous pousse l'offre légale comme si vous voulez, il y avait un échec du marché et que c'était l'offre légale qui allait donc sauver toutes ces questions. Mais quel est le résultat de l'offre légale? Eh bien, c'est là aussi de favoriser les plateformes les plus centralisées. Qui tire son épingle du jeu de la fameuse offre légale? C'est des Netflix, c'est YouTube, une des plateformes les plus centralisées au monde, c'est des Deezer.
c'est des Spotify, et c'est typiquement en plus ce type de plateforme centralisée qui font des retours extrêmement faibles aux créateurs. Donc là aussi, l'offre légale, il y a une énorme part de mythe là-dedans. Le meilleur moyen, si vous voulez, de rééquilibrer le système global, c'est d'aller vers les solutions décentralisées, et ça passe par la légalisation du partage non marchand. Très vite, moi, Eric, parce qu'on va peut-être prendre des questions du public. Je partage pas du tout et puis- l'approche de la quadrature qui consiste à faire du droit d'auteur l'ennemi de la décentralisation. Pour moi, ce sont deux sujets qui sont complètement décorrélés. La décentralisation, je suis assez d'accord avec le fait que sur Internet, c'est une bonne chose, mais personne n'a attendu le droit d'auteur pour aller vers des solutions centralisées. Et le respect du droit d'auteur, c'est aussi une chose essentielle, parce que sinon, on va vraiment avoir une société... Snowden, priez pour nous. Ça, je l'attendais. Celui-là, franchement, il est arrivé. C'est bien. Je suis pas déçu. Est-ce qu'on va avoir des questions du public, peut-être, pour nos trois invités? Oui, en haut. Bonjour. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est digital et dématérialisation. Aujourd'hui je regrette le manque un peu de vision que peuvent avoir les deux personnes sur le canapé assis ensemble. Quand on parle de Canal+, qui va mettre 4 millions pour financer une œuvre créatrice, dans l'optique où c'est bien sûr l'auteur qui touche l'argent et pas les ayants droit, ce qui est une grosse différence. Demain ça sera YouTube. Alors je ne parle pas du côté centralisé. Moi, je parle en termes de vision. La télé, comme on la connaît, va disparaître. Elle va être dématérialisée, elle va être consommée sur des tablettes, sur des télés, et plus à la demande. Le nom à la demande va prendre tout son sens. Aujourd'hui, demain, c'est pas Canal+ qui va mettre 4 millions, c'est YouTube, et c'est Google, c'est un exemple, avec son Chromecast et ainsi de suite. La question? La question, c'est que comment vous éduquiez au niveau digital pour répondre justement à une offre qui répondra à les sociétés de demain et de pas forcément à ce que je vois regarder en arrière pour être conservateur, comme c'est un peu marqué dans le document. Quelle est votre vision? Je vais vous dire que si on est sur un canapé, c'est parce que les organisateurs, pour rendre hommage à SACD, nous ont mis dans le décor au théâtre ce soir. Et je les en remercie. Bon. Je pense que c'est ça. Demandez vos droits d'auteur. En ce qui concerne l'exploitation des œuvres, sur Canal, vous tombez mal parce qu'ils ont mis en place un... Alors j'aurais préféré que ça s'appelle Mon Canal, mais ils ont appelé ça My Canal, un site qui est extrêmement bien fait pour accéder aux œuvres, pour accéder pendant 2 ou 3 mois à la rediffusion en replay des œuvres qu'ils ont diffusées. Et je ne sais pas ce que sera l'avenir. Je ne sais pas si c'est YouTube qui sera la plateforme sensationnelle. Pour le moment, YouTube, en termes de financement de la SACD, je peux vous dire que c'est pas grand-chose. Ce qui finance pour le moment les auteurs et les créateurs qui travaillent, je crois les connaître assez bien, ce sont les chaînes de télévision en clair, c'est Canal+, c'est le service public, c'est en partie, mais c'est en train de s'effondrer à cause de la piraterie, en particulier la vidéo, et la vidéo à la demande qui commence à arriver doucement, pas de la faute des sites de vidéo à demande, mais parce qu'il y a une réglementation qui quand même les pénalise assez fortement. Ma question, c'est dans 10 ans. Qu'est-ce que ça dans sera 10 ans, je vais vous dire, il y a 20 ans, j'étais un peu naïf, j'ai fait une étude de prospective sur le cinéma. Et j'avais parié dans mon étude de prospective, qui était faite avec le BIP, que la fréquentation des salles, qui à l'époque était de 120 millions, resterait à 120 millions. Vous savez à combien on est aujourd'hui en France? À peu près 200 millions. Et ça change tout d'avoir 200 millions de spectateurs qui vont voir des films en salle. Sur le marché de la télévision, on s'est complètement planté. Personne actuellement n'est en mesure de prévoir ce qui va se passer dans 10 ans. Et s'il y a quelqu'un qui vient vous dire ce qui va se passer dans 10 ans et qui vous conseille d'investir, fuyez à toute vitesse. Eric Walter, vous serez encore là dans 10 ans? Non, ça, je pense pas. Je pense pas. En revanche, je réfute assez fermement la question je réfute assez fermement l'accusation d'absence de vision. Ça veut dire quoi, absence de vision? Ça veut dire mettre sur la table des projets qui sont pas possibles, qui sont pas réalisables, mais qui sont des jolis habillages. Moi, j'appelle pas ça une vision. En revanche, se poser un certain nombre de questions, et en particulier, et j'insiste, sur ce qui va derrière ces pratiques de partage qui sont désormais généralisées, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, via Google, etc., etc., en voir les conséquences, chercher à apporter des solutions à ces conséquences, c'est peut-être pas de la vision, mais c'est beaucoup de travail. Je peux dire un mot? Très vite. Rapidement, moi je pense qu'en fait on n'a aucun intérêt à ce que ce soit YouTube qui finance la création.
Je pense que ce serait une très très mauvaise idée de se tourner vers ce type d'acteurs pour financer les créateurs, parce que Google, à travers YouTube, a tout à fait la capacité de finir par mettre en place une forme de licence globale privée. Et ce serait la pire des choses, parce qu'en fait, vous auriez une sorte de privilège qui serait institué pour YouTube et qui renforcerait constamment son monopole et qui serait établi sur les recettes publicitaires et donc l'exploitation des données personnelles. Ça, Donc pour lutter aussi, contre une forme de licence globale privée, encore une fois, il vaut beaucoup mieux passer par des financements publics mutualisés de la création. Est-ce qu'on a une autre question dans le public? Oui. Ce sera la dernière, je suis désolé, ça va être frustrant. Bonsoir. On blâme de manière générale les sites de téléchargement illégaux, mais est-ce que vous comptez vous calquer ou réfléchir avec eux pour penser une nouvelle solution qui serait en adéquation avec la demande des internautes? Moi, je pense que progressivement, ce qui est en adéquation avec la demande des internautes est en train de se mettre en place. Mais comme je l'ai dit, il y a des problèmes de réglementation. Et il y a aussi des problèmes d'adaptation des systèmes de diffusion à un monde qui change. Moi, je ne dis pas que ceux que vous appelez les industriels, et que je ne représente pas, moi je ne représente que des individus et des créateurs, j'ai dû me battre pendant 4 ans pour que toute l'œuvre de Pierre et Texte soit rendue visible au public, parce qu'il y avait des producteurs qui empêchaient leur exploitation. En ce qui concerne Internet, le vrai problème, c'est qu'on a affaire à des grands géants, que la plupart sont des Américains, et qu'ils ont la capacité de se délocaliser et de se localiser où ils veulent, au mieux de leurs intérêts fiscaux, pour payer moins d'impôts, ce qui veut dire que nous, on en paye plus, et pour ne pas respecter les règles de financement de la création. Le cas Netflix est quand même extraordinaire. Ces gens-là étaient basés au Luxembourg. Ils voient que le Luxembourg est en train de serrer un peu les règles parce qu'il a eu des... Vous répondez pas réellement à ma question, en fait. Si, je réponds à votre question, parce qu'il a eu des pressions, et donc il s'installe dans d'autres pays. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous avez des sociétés qui sont installés dans des pays où ils n'ont aucune règle de financement de la création à respecter, et si ces gens-là concurrencent de façon déloyale les opérateurs qui, eux, financent la création, on a du souci à se faire dans les années qui viennent. Et rien n'empêche de travailler avec eux pour travailler pour la France. Eric, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais compléter sur un autre angle de réponse. Les attentes des internautes, c'est un peu flou. Les attentes des internautes, si on les juge à l'aune de Twitter ou de ce qu'on s'échange en petite communauté, etc., bon, on va se dire qu'elles seront de tel ordre ou de tel ordre, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les usages des internautes avant les attentes des internautes. Et les usages des internautes, une fois de plus, et ça je le martèle, c'est à peu près 80% qui font du partage gratuit d'œuvres, toutes technologies confondues. Donc répondre à ça, pour nous, c'est une voie importante à étudier. On est institution publique, donc on n'est pas dans de la revendication, on est dans du travail. C'est quelque chose sur lequel on a une équipe de recherche de l'INRIA qui travaille depuis 8 mois. Alors moi je veux bien qu'on dise que les autres hypothèses ont été travaillées, mais j'ai pas vraiment l'impression, et quand je vois la complexité auxquelles sont confrontés les chercheurs de l'INRIA, j'ai vraiment pas l'impression qu'on ait travaillé sérieusement sur la licence globale et la contribution créative. Et c'est une équipe aussi de chercheurs en droit qui travaille dessus également depuis 8 mois. Et ce qu'on sait, c'est que les solutions qu'ils vont proposer, qu'ils vont mettre sur la table, de toute façon devront être retravaillées par d'autres chercheurs, par d'autres analystes, pour arriver à quelque chose. Donc oui, on part des usages des internautes, oui, c'est épouvantablement complexe, oui, ça prend du temps, mais non, on ne peut pas faire le procès ni aux titulaires de droit, ni même aux institutions, et je pense même au ministère de la Culture, qui sont en charge de ces sujets-là, de ne pas tenir compte de la réalité actuelle. En revanche, c'est pas en un claquement de doigts qu'on va pouvoir résoudre quelque chose, et tous ceux qui font croire ça sont dans l'illusion la plus totale, ça n'est pas vrai. Allez, Lionel, le mot de la conclusion. Oui, moi je pense que, bon, essayons de finir sur quelque chose de positif. Par exemple, par rapport à ce qu'a dit Pascal Rogard, on pense aussi effectivement que les questions de fiscalité, par exemple, ou les questions aussi de régulation des données personnelles, j'ai entendu Eric Walter en parler tout à l'heure, seraient des moyens justement de réguler l'environnement Internet beaucoup plus efficaces que d'essayer de le faire par l'application de règles de propriété intellectuelle. Et c'est dommage qu'en fait qu'on ait ces espèces de climats extrêmement de dialogue extrêmement difficiles, parce que ça nous empêche d'agir vraiment efficacement sur les questions de fiscalité et sur les questions de protection de données personnelles et de vie privée. Non, ça n'empêche rien du tout. Ça n'empêche rien du tout. C'est qu'on n'est pas du tout dans le même niveau. Vous savez parfaitement
j'espère que vous le savez, que les problèmes de fiscalité ne peuvent être traités qu'à l'échelon européen et qu'il n'y a que 6 mois ou 7 mois qu'à l'initiative de Fleur Pellerin a été créé un groupe de travail sur la fiscalité des grandes sociétés Internet et qu'il y a des travaux qui sont aussi faits à l'OCDE. Et si vous avez lu récemment un article dans Le Monde, vous verrez que les majors de l'Internet dépensent des fortunes pour conserver leurs privilèges fiscaux. C'est 2 points qui vous rapprochent, puis j'ai bien entendu moi Alors, la proposition de dialogue. On va paradoxalement sujet. Terminer cette session sur cette proposition de dialogue qui, à mon avis, pourra se poursuivre ici ou ailleurs. Voilà, merci beaucoup.